Salut, Beciotti. Bienvenue aux News Hardware avec Pika que je sors tous les 2 semaines. Aujourd'hui, beaucoup de news sur Nvidia. On va parler de la nouvelle architecture Hopper, puis du prix des cartes graphiques Nvidia qui commence finalement à baisser. Et après, on va passer aux cartes graphiques Intel Arc qui finalement commencent à apparaître dans les ordi portables et j'ai un leak sur les performances, surtout pour la puce A370. Puis on va passer à AMD, on va parler des RSR, FSR 2.0, des leaks que j'ai sur le RX 7000 apparemment vont être meilleurs d'RTX 4000, je vais vous en parler de ça après. On va parler des performances du processeur 5800X 3D, de la puce M1 d'Apple, Direct Storage, de Witcher 4. Comme d'hab, utilisez les chapitres pour cibler exactement les news qui vous intéressent. Et maintenant, on commence les news. Et je commence avec une bonne nouvelle, le prix des cartes graphiques Nvidia finalement a commencé à baisser. C'est parce que, comme nous dit WSSF Tech, Nvidia de façon silencieuse a informé ses partenaires qu'il y a eu une baisse des prix de la production des cartes graphiques entre 8 et 12% que finalement on retrouve aussi sur le prix des cartes graphiques. Ce que j'aime pas de cet article, c'est qu'il nous explique nulle part pourquoi il y a eu cette baisse dans le coût de production des cartes graphiques Nvidia. J'ai l'impression qu'Nvidia, s'il décide ça, alors le prix des cartes graphiques baisse, ce que j'aime pas du tout parce qu'alors le prix aurait pu baisser depuis un moment. Mais je vais faire confiance à Nvidia, effectivement, à peut-être trouver un moyen pour baisser le coût de production et du coup baisser le prix des cartes graphiques. Je vais faire confiance à Nvidia, mais pour moi c'est quand même louche. Voilà. Encore sur la baisse des cartes graphiques, on retrouve cet article de Tom's Hardware qui nous dit que les cartes graphiques EVGA RTX 3080 et 3080 Ti, ils ont été vendus au prix MSRP sur le site de EVGA. MSRP, ça veut dire le prix de base. Donc c'est sûrement plus cher par rapport au prix FE, mais ce sont des cartes EVGA et EVGA, c'est une marque de garantie aussi, marque de préférence pour les cartes graphiques Nvidia. Donc je pense qu'il y a eu des personnes qui ont eu la chance d'acheter du coup ces cartes au prix de base. N'hésitez pas à vérifier sur le site de VGA si c'est encore le cas ou si ça va encore arriver parce que ça vaut vraiment le coup. Et toujours sur la baisse des prix des cartes graphiques Nvidia, il y a aussi Hardware Unboxed qui nous dit qu'entre février et mars, il y a eu une baisse entre 3% pour la 3060 Ti jusqu'à 17% pour la RTX 3070 Ti. Et comme vous voyez, la baisse change selon la carte choisie. Après, ça ne m'étonne pas que les cartes graphiques plus chères, ils ont eu une baisse plus importante aussi parce que les prix ont été plus gonflés. Et sur ça, j'ai envie de vous rappeler que je vous ai jamais conseillé d'acheter une carte au-dessus de l'RTX 3060 Ti ou de la 6600 XT parce que les prix ont été trop gonflés. Et voyons vraiment s'il y a eu une baisse des prix de ces cartes graphiques Nvidia parce que c'est juste de le voir vraiment sur le marché. La carte graphique RTX 3050, la moins chère, je l'ai trouvée à 385 €. On est toujours une centaine d'euros au-dessus du prix de base. Il y a eu une baisse parce que normalement on les trouvait sur les 400-415, mais pas si énorme. Pour la RTX 3060, je l'ai trouvé à 532 €. C'est un Asus. Normalement, on les trouvait sur les 600 €. Il y a eu vraiment une baisse pour les RTX 3060. Voilà. Là, je suis d'accord. De plus, vous trouvez les liens de ces cartes graphiques dans la description au cas où vous voulez les acheter. 532 €, on est toujours une centaine d'euros, même plus parce que le prix de base de la RTX 3060 c'est 350 €. Après, si on prend des versions custom, je dirais qu'on est plutôt sur les 370, voire 400. Donc, on est plutôt, je dirais, entre 130 et 150 € de plus par rapport au prix de base. Mais déjà, on est au-dessous des 600 € qu'on voyait souvent sur Top Achat, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour la RTX 3060 Ti, on est à 654 €. On est 200 € de plus par rapport au prix de base. Quand même, on est au-dessous de la barre des 700 €. L'RTX 3070, la moins chère que j'ai trouvée, c'est à 877 €. On est au-dessous de la barre des 900 €, alors qu'il y a 2 mois, on les trouvait toutes les RTX 3070 à plus de 900 €. Donc, comme vous voyez, il y a eu une baisse des prix. Ce n'est pas encore très importante pour les cartes plus chères. Je ne peux pas vous conseiller par exemple d'acheter une RTX 3070 à 877 € alors que le prix de base de l'AFS est 530 € à peu près.
et une version custom devrait coûter sur les 630-650 euros grand max. Donc là, on est à 200 euros de plus par rapport au prix de base. Comme vous voyez, pour les cartes graphiques plus chères, encore c'est la galère. Pour cela moins cher, le prix a grave baissé. Et pas seulement pour les cartes graphiques Nvidia, aussi pour les cartes graphiques AMD, on retrouve la RX 6500 XT à 238 euros. Le prix de base c'est 250 euros, on est au-dessous du prix de base. Je trouve ça génial parce que maintenant finalement une carte pour jouer à la résolution Full HD avec quelques compromis sur le jeu plus gourmand, mais c'est un prix vraiment raisonnable de 238 euros. La RX 6600 on la retrouve à 450 euros et il y a des offres jusqu'à 400 euros. En plus ça c'est la version Sapphire Pulse, donc c'est une carte custom qui est déjà plus poussée par rapport à d'autres cartes custom et je l'aime bien. Et on la retrouve à 450 euros. Le prix a baissé parce qu'on retrouvait les RX 6600 plutôt sous les 500 euros. Et la 6600 XT, par contre, on la retrouve à 560 euros, alors que je l'ai vu plusieurs fois à 500 euros sur PC Componentes. Donc, on la retrouve en France toujours un poil plus cher par rapport en Espagne, mais quand même, elle est au-dessous des 600 euros, que c'était le prix de base qu'on trouvait en France. Donc, il y a des cartes qui sont baissées de prix. Maintenant aussi, les cartes graphiques Nvidia commencent à baisser le prix. Mais pour les cartes graphiques au-dessus de la RX 6700 XT ou RTX 3070, pour l'instant, je les trouve encore trop chers, même si le prix a baissé. Et c'est le moment de parler de la nouvelle architecture d'Nvidia pour les cartes graphiques à utilisation data center, gros calcul, intelligence artificielle. On parle d'Ampere sur les 5 nanomètres et je peux vous dire que par rapport à Ampere, elle est 3 fois en moyenne plus puissante avec, par contre, il faut que vous regardez ici, 700 watts de consommation. Donc ça ne m'étonne pas que les RTX 4000 vont arriver à 600 watts et on va voir ça tout de suite au plus de consommation. Mais pourquoi j'ai envie de vous présenter cette news, cette architecture? Oui, ça va tripler les performances, mais il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est que finalement, il n'y a pas de MCM, donc des multi-chip modules, plusieurs puces sous le même die. Et ça, je trouve ça bizarre. Je m'attendais ça au moins pour ce type de carte graphique, surtout si on va le voir après sur les RTX 4000. Au moins que les informations que j'ai reçues jusqu'à aujourd'hui sont fausses, et je ne pense pas. Parce qu'en fait, toute cette présentation d'NVIDIA, à mon avis, c'était pas vraiment sur cette nouvelle architecture, mais plutôt sur la présentation du Superchip Grace, où on retrouve un design avec CPU plus GPU, donc processeur plus carte graphique, que c'est une bête des cartes pour le calcul. Mais surtout, je vais que vous concentrer sur le Grace CPU Superchip parce que ça nous dit deux choses. La première, que Nvidia se lance finalement dans le marché des processeurs avec des spécifications de ouf. Mais je vous répète, ce sont des processeurs pour gros calculs, intelligence artificielle, data center, pas pour ordi de bureau. Et après, deuxième chose, et c'est la chose plus importante pour moi dans toute cette présentation d'NVIDIA au GTC, et c'est ça, le NVLink qui permet de connecter deux puces de processeurs ou des cartes graphiques, des DPU, SoC, NIC, on peut tout connecter grâce au NVLink, et c'est ça la chose principale parce que en fait, Jensen pendant la présentation, il a dit carrément, ce n'est plus possible de trop descendre au niveau des nanomètres. Vous connaissez la loi de Moore, on ne peut plus réduire la taille des puces, on arrive bientôt au nanomètre et ça va être encore plus galère descendre, donc il faut ajouter plusieurs puces sur le même die, donc du MCM. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas de voir l'RTX 4000 avec du MCM et ça sera grâce au NVLink. Ça, c'est la chose principale à retenir parce que c'est l'élément clé pour pouvoir brancher processeur et carte graphique. Maintenant, on parle justement des RTX 4000 et finalement, c'est confirmé apparemment que la RTX 4090, on le voit aussi, Greymon, qui est un leaker d'informations, il nous dit qu'elle va avoir 600 watts. Je dirais que c'est au 90% sûr. 600 watts pour la RTX 4090, la 4080 devrait être sur les 450 watts. Et pour la TI,
plus de 600 watts, il dit 800 watts au plus, mais je ne pense pas. Je vais vous faire quand même remarquer que 600 watts, c'est la consommation d'un PC avec une RTX 3060 et un bon processeur derrière. Donc, juste la RTX 4090 va consommer comme un PC entier pour jouer à la résolution Full HD. J'espère qu'NVIDIA va faire quelque chose parce que ce n'est pas possible. Et même 450 watts, ça me ferait mal au cœur d'acheter une carte graphique avec cette consommation. Il faut s'arrêter sur les 350 watts, c'est trop. Ça commence à être vraiment trop. Et je profite de ce design d'NVIDIA pour vous parler de mes sources qui travaillent très proches avec NVIDIA et AMD pour vous donner des infos sur l'RTX 4000 et RX 7000. Alors, les RX 7000 avec RDNA 3 vont être supérieurs à l'RTX 4000 au niveau performance consommation. Les RTX 4000 pour l'instant sont 60% voire 80% plus performants par rapport à Ampere. Donc il y a vraiment un son performance. Par contre, pour arriver à doubler les performances, c'est nécessaire pousser à fond ces cartes graphiques. C'est pour ça qu'on voit des wattages si élevés. Et cet choix d'NVIDIA, c'est juste pour attraper RDNA 3 qui finalement va pas juste booster les performances des cartes graphiques AMD, mais en plus va rester quand même raisonnable dans les consommations par rapport aux cartes graphiques d'NVIDIA. Et si c'est vrai que ces cartes graphiques RX 7000 sont meilleures au niveau des performances consommation, ça veut dire que les personnes vont acheter plus de cartes graphiques AMD et que finalement AMD va dépasser NVIDIA. Donc AMD, après avoir rattrapé Intel et l'avoir dépassé, maintenant c'est le moment de rattraper NVIDIA, mais pas que le rattraper, le aussi dépasser. Et je pense que pour NVIDIA, il faudra vraiment faire un travail de recherche ou voir si dans les prochains 5-6 mois ils arrivent à modifier et optimiser les cartes graphiques parce que ça va être vraiment la galère. Et maintenant on passe justement au concurrent d'NVIDIA et AMD, c'est Intel qui finalement délivre dans certains ordi portables les cartes graphiques Intel Arc, surtout avec la puce A370M. Et selon des benchmarks qu'ils ont leak, elle a des performances comparables à la GTX 1650 Super. Je vous rappelle, la carte graphique Intel Arc A370M, c'est la puce avec 128 unités de computation, donc c'est la bas de gamme d'Intel. Ça ne m'étonne pas qu'elle a des performances similaires à une GTX 1650 Super, surtout si on veut la retrouver dans un portable pour jouer à la résolution Full HD. J'attends évidemment d'avoir plus de news pour avoir une comparaison sur les performances de la puce avec 256 unités de computation, 384 et 512. Même si, je vous rappelle, on devrait être au niveau d'une RTX 3070 voire 3070 Ti pour la top de gamme d'Intel. On passe à AMD et c'est la surprise parce qu'avec son FSR 2.0, je pense que NVIDIA est complètement dans la merde. Pourquoi? Parce que NVIDIA avec le DLSS avait un avantage important sur AMD, maintenant ça va plus être le cas. Je vous rappelle, le DLSS c'est une reconstruction temporelle des images grâce à l'intelligence artificielle qui permet de garder une bonne qualité d'image tout en boostant les performances. Alors ce FSR 2.0 n'a pas besoin du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si parce que AMD n'a pas prévu d'avoir des puces qui vont travailler juste à ce but comme les Tensor Core d'NVIDIA dans les cartes graphiques RTX, ou simplement parce que vraiment cette technique est vraiment géniale et n'a pas besoin du coup d'un entraînement d'intelligence artificielle pour reconstruire l'image. Ce FSR 2.0 c'est une reconstruction temporelle de l'image que c'est meilleur du FSR 1.0 que je vous rappelle c'était une mise à l'échelle spatiale de l'image qui à mon avis c'était catastrophique niveau qualité d'image. Donc on a une qualité d'image meilleure à n'importe quelle qualité voire résolution. Ça permet d'obtenir une image similaire au meilleur de cela originel grâce aux données temporelles qui incluent aussi un anti-aliasing optimisé. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. J'y crois pas parce que c'est impossible que cette technique permette d'avoir une image meilleure de cela originelle, la native. Je ne pense pas du tout. Par contre, qu'on peut avoir une qualité similaire, alors là oui. Je pense que pour l'instant c'est du marketing parce que sinon ça serait vraiment ouf.
Mais il faudra tester parce que pour l'instant je peux faire juste de la spéculation. En plus ça va booster le framerate, on le voit aussi en Deathloop parce que là on fait 53 fps à la résolution 4K native avec du FSR 2.0, on est à 101 fps en modalité performance avec du ray tracing. Attention parce que modalité performance ça veut dire qu'en modalité qualité on n'aura pas du tout ces FPS qui sont le double de ce qu'on avait en résolution native, sera plutôt sur les 20-30 FPS gagnés, que c'est déjà pas mal. Mais je suis vraiment curieux de voir cette affirmation que les images vont être de meilleure qualité de la native, mais j'y crois pas du tout. Parlons maintenant du RSR d'AMD au Radeon Super Resolution. C'est la technique concurrente au NIS d'NVIDIA Image Scaling, et que ça permet maintenant de jouer avec du FSR ou plus ou moins du FSR dans tous les jeux vidéo avec les dernières pilotes d'AMD. Il faut avoir par contre une carte graphique RX 5000 ou supérieure. Je trouve ça dommage parce que quand même ils auraient profité du RSR, surtout les cartes graphiques inférieures à la série 5000. Mais bon, je pense que peut-être ça va arriver avec des prochaines mises à jour des pilotes d'AMD. Donc ça marche dans beaucoup de jeux vidéo, il ne faut pas implémenter exprès cette technologie dans les jeux vidéo comme pour l'FSR. C'est une technique de mise à l'échelle spatiale exactement comme du FSR. Par contre, attention parce que sur la qualité de l'image, l'FSR c'est mieux du RSR, l'SRSR c'est juste bien. Que c'est très synthétique mais c'est vraiment la vérité. Il y a Gamer Nexus dont d'ailleurs j'ai pris cette slide et je vous montre aussi ces images qui a fait une vidéo dédiée qui a ça. Je vous invite à le regarder, je mets le lien dans la description parce que c'est vraiment beaucoup instructif et il nous montre par exemple ici, regardez Far Cry 6 à la résolution native 4K, c'est l'image à gauche, et à droite avec du FSR Performance, on voit déjà que l'image a perdu de l'information, a perdu en détail, on le voit ici par exemple, sur cette grue de chantier, et on le note bien parce qu'en mode performance. En mode qualité, l'FSR c'est déjà mieux, mais on a quand même une perte d'information. Si on fait maintenant la différence entre RSR et FSR, on se rend compte qu'on voit l'RSR ici à gauche et l'FSR à droite, c'est pire. C'est pire de l'FSR, donc on a encore une perte majeure de détails et d'informations, que après, à vous dire la vérité, là on voit une image zoomée, mais quand on est en train de jouer, ce n'est pas si simple. Regardez cette perte de qualité. Je peux vous dire qu'en mode performance, ça se note, en mode qualité, ça se note beaucoup moins. Je pense qu'il nous montre le mode performance parce que c'est le mode où on gagne le plus de FPS, mais c'est aussi le mode où on perd le plus de qualité. Donc, cette RSR, c'est pire du FSR, on le voit. Regardez la vidéo de Gamer Nexus pour en savoir plus. Mais quand même, ça permet à beaucoup de cartes graphiques de profiter d'un boost de performance. On passe maintenant à un processeur d'AMD, le Ryzen 7 5800X 3D. Et la news c'est qu'on ne peut pas overclocker ce processeur, et je pense que c'est normal parce que AMD a poussé à fond ce processeur pour faire la concurrence aux 12900 KS d'Intel. Donc je trouve ça tout à fait normal, même si j'aimerais bien que l'overclocking soit possible sur ce processeur pour voir jusqu'à où il peut arriver le processeur plus performant d'AMD. Il faut voir si c'est vraiment le plus performant parce que AMD dit que c'est 15% mieux du Ryzen 9 5900X grâce à la 3D V-Cache qui est ajoutée à ces processeurs. Mais après, dans les jeux vidéo, on voit qu'il est légèrement supérieur, sinon égal au 12900K. Mais surtout, selon des leaks récents, il est juste 9% mieux par rapport au 5800X. Et 9%, ça me semble un peu par rapport aux 15% déclarés par AMD. Après, il faut dire que ça, c'est un score par rapport à un benchmark synthétique, et AMD dit que dans les jeux vidéo, grâce à cette 64 mégas de cache en plus, on a plus de performance et que c'est effectivement 15% de plus. À voir, il faudra voir des vrais tests et benchmarks de ces processeurs pour en savoir plus. Surtout, est-ce qu'il est vraiment meilleur par rapport au 5900X? On va le savoir le 20 avril quand il va sortir. Le SDK, donc le kit de développement pour ajouter du direct storage dans les jeux vidéo, est finalement disponible. Je vous rappelle, je vous avais parlé du direct storage lors de ma vidéo sur Windows 11 et le gaming.
Le Direct Storage, c'est une technologie qui permet de charger les jeux vidéo, le scénario des jeux vidéo super vite. Peu importe la taille de la map ou les éléments qui sont présents dans la map, elle se charge super vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous jouez à des jeux comme GTA V, par exemple, qui vous êtes tapé en voiture, il y a des éléments qui se chargent au fur et à mesure que le bonhomme avance. Et bon, on n'aura plus du tout cet effet-là parce que sera tout immédiatement chargé. Et pour pouvoir utiliser ce Direct Storage, on aura vraiment besoin d'un SSD de type NVMe. C'est obligatoire parce que grâce à l'interface PCIe 5, ça permet d'échanger les informations vraiment très rapidement et avoir ce chargement des maps de façon vraiment instantanée. Donc, on a besoin d'un SSD type NVMe et en plus surtout d'avoir une carte graphique avec pas mal de VRAM parce que une bonne partie de l'information est copiée dans la VRAM. C'est aussi pour ça que les cartes graphiques, ils ont de plus en plus de VRAM et je fais aussi une vidéo dédiée à ça. Donc, bonne nouvelle, bientôt on aura du Direct Storage dans les jeux vidéo qui vont se charger super vite. On parle plus d'AMD, ni d'Intel, ni Nvidia, mais d'Apple et je suis très surpris parce que leur nouvelle puce M1 Ultra est plus rapide d'un processeur Intel 12900K tout en consommant 100 watts de moins et au niveau graphique égal à un Nvidia RTX 3090 en consommant 200 watts de moins. Alors, ça a l'air impossible, mais c'est ce qu'il nous raconte Apple. Après, pour l'instant, il n'y a pas trop de benchmarks, il n'y a pas trop de tests. Il y a juste les slides d'Apple qui nous montrent par exemple ici que l'M1 Ultra, elle consomme 60 watts et il est meilleur dans 12900K d'Intel. Je ne vois pas comment c'est possible. C'est à voir parce que pour moi c'est incroyable. Et si on regarde au niveau des performances graphiques, alors le M1 Ultra, il consomme un peu plus de 100 watts et il est supérieur carrément à une RTX 3090. Je ne crois pas du tout. Pour moi c'est impossible. Mais après, s'il nous montre ce slide, il doit y avoir un fond de vérité. Mais on le retrouve sur l'article Videocard Z, non Apple M1 GPU is not as powerful as RTX 3090. Donc, cette M1 n'est pas supérieure à l'RTX 3090 ni égal. Et en fait, il y a Diverge qui a testé l'M1 Ultra et on voit déjà que dans un benchmark synthétique, le Mac Studio Ultra fait 83 contre 215 de l'RTX 3090, mais surtout, on voit plutôt en jeu vidéo où ça nous parle un peu plus. Dans Shadow of Tomb Raider, à la résolution Full HD, l'RTX 3090 fait 142 fps contre le 108 du Mac Studio Ultra. Donc, on n'est pas du tout au même niveau, on n'est pas du tout supérieur. Là, c'était vraiment une blague. Apple nous ment et je trouve ça juste débile. Pourquoi? Dites juste la vérité que vous n'avez pas un processeur graphique performant comme une RTX 3090, surtout avec un TDP de 130 watts, c'était juste impossible. Mais quand même, je vais faire les compliments à Apple parce qu'il nous sort quand même un processeur capable de nous faire tourner Shadow of Tomb Raider sur les 100 fps en qualité Full HD, c'est plutôt 60 fps en 4K, mais quand même les gars, Shadow of Tomb Raider, c'est pas un jeu si vieux, c'est quand même un jeu qui pousse les performances, donc je dois juste faire les compliments à Apple. Et c'est quoi le secret finalement derrière ce M1 Ultra? Eh bien, c'est le MCM dont je vous ai parlé dans les news précédentes. Grâce au multi-chip module, l'utilisation de plusieurs chips qui sont interconnectés, finalement, c'est possible d'augmenter vraiment les performances. Et si Apple arrivait à avoir une augmentation de ce type, imaginez-vous avec les cartes graphiques d'AMD et Nvidia. Et on passe à la dernière news de la semaine, c'est de Project Red, le studio derrière Cyberpunk et The Witcher, va sortir un nouveau jeu vidéo basé sur Unreal Engine 5, que ce n'est pas la continuation de Cyberpunk, et je suis content parce que personnellement je n'ai pas trop aimé Cyberpunk et j'ai grave kiffé The Witcher et c'est un nouveau chapitre de The Witcher et je suis vraiment trop content parce que The Witcher, si vous voulez, pour moi c'est le jeu idéal pour tester Unreal Engine 5 vu qu'avec tous les paysages magnifiques qu'il y a dans le jeu, ils peuvent bien être mis en valeur avec l'Unreal Engine 5. Donc j'ai trop hâte de la sortie de ce nouveau chapitre de The Witcher qui va sûrement pousser à fond avec son Unreal Engine 5 les nouvelles cartes graphiques RTX 4000
RX 7000. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de news. Si c'est le cas, mettez un like. Abonnez-vous pour recevoir plus de tests, conseils et news sur l'informatique. À la prochaine, Compica. Ciao.